Jacques Vergès, Étienne Bloch. La face cachée du procès Barbie. Compte-rendu du débat de Ligour. Édition Samuel Tastet, 1983. Frédéric Joyeux. Ce qui est intéressant du point de vue du Comité d'action prison-justice, CAPJ, dans l'affaire Barbie, et c'est en ça que l'entrée de Vergès dans l'affaire nous intéresse, et c'est pour cela que l'on a fantasmé sur celle-ci avant même son arrivée, on disait effectivement « ce procès sera lamentable obligatoirement ». La seule chose qui pourrait lui donner un quelconque intérêt, ce serait que Vergès rentre dans la défense. C'était un rêve. On n'imaginait pas tellement comment la liaison entre Barbie et Vergès pouvait se faire, surtout, enfin moi, personnellement. Je me demandais comment un type comme Barbie pourrait avoir l'intelligence de prendre Vergès comme avocat et ne pas avoir le réflexe bête et méchant de prendre X ou Y, ce qui aurait effectivement satisfait tout le monde et qui n'aurait à aucun moment perturbé la logique. Par ce choix, Barbie se révèle relativement intelligent, pervers aussi. Avoir choisi Vergès, c'est vraiment un choix pervers. Étienne Bloch. C'est un mot que tu emploies tout le temps et j'aimerais bien qu'un jour tu le définisses. Frédéric Joyeux. Faudra demander à Dominique Nocody de m'expliquer pourquoi je l'emploie. Mais enfin, c'est en ça que Barbie se démarque de la routine et à travers ça, il se démarque des autres inculpés nazis qui, à chaque procès où ils comparurent, furent de parfaits défenseurs de la démocratie, en ce sens qu'ils ne contestèrent pas et respectèrent les règles judiciaires et par cela même permettaient à la démocratie de se perpétrer. La démocratie, les démocrates, ne supportent pas leurs propres contradictions, et ce qu'on peut leur faire de pis quand on les combat, c'est exiger d'eux qu'ils appliquent leurs beaux discours. Et puis jamais aucun d'eux, aucun des nazis jugés, ne renversa la table, ne détruisit l'image simpliste que tout le monde se fait des fascistes. Nous pouvions être rassurés. Les méchants étaient bien effectivement dans le box, et nous étions les gentils bien en sécurité. Les vaches sont bien gardées. Nous n'avons, personne d'entre nous n'a, de point commun avec ces caricatures. Deux mondes, le leur et le nôtre, le libre. Et c'est avec le sourire satisfait des imbéciles que nous observions les procédures se dérouler. Nous étions bien en démocratie, la preuve, ils étaient jugés, et bien jugés, puisque, magnanimes, nous leur autorisons même des avocats. Un véritable conte de fées. Les monstres terrassés par des chevaliers au cœur pur qui, eux, c'est bien évident, ont les mains propres. Ben voyons. Or, avec Barbie, qu'est-ce qui se passe? Ou plus exactement, avec le choix de Vergès par Barbie, qu'est-ce qui se passe? Par ce choix, tout vacille, plus rien n'est simple, tout un chacun y perd son latin, et il se pourrait que l'arroseur soit arrosé. Que fait Barbie? Il dit tout simplement, ok, vous êtes une démocratie, alors allez-y, assumez-en la logique, respectons les règles de ce jeu-là. Et c'est en ça que je dis qu'il est pervers, Étienne, par ce paradoxe, par cette provocation. Un nazi qui demande, qui exige le respect de la démocratie, on n'avait jamais vu ça. Et pour cause. Il faut reconnaître que ça ne manque pas de sel. Or, tout le problème est de savoir si nous allons tomber dans le piège qu'il nous tend. Pour combattre le nazisme à travers le symbole Barbie, Barbie nous accule à bafouer ce que l'on défend et donc à faire le jeu de ce que l'on combat. C'est dingue, mais c'est comme ça. Et Barbie, du fond de sa cellule, il doit bien rigoler du tour qui nous joue. Par ce choix de Vergès qui pour Barbie est bien évidemment purement stratégique, alors que pour nous il est d'une toute autre nature, il s'agit bien sûr d'un combat idéologique. Par ce choix, Barbie renverse la table et oblige son adversaire à baisser le masque. Et alors en face, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils se déballonnent et s'en mêlent les pinceaux. Ils n'avaient pas prévu qu'un nazi puisse avoir le culot de réclamer le respect des règles de la démocratie. Ils n'avaient pas prévu que Barbie puisse être aussi opportuniste qu'eux, puisse quelque part leur ressembler. Le ministère de la Justice est imbécile et lâche. Lâche, il l'est en renonçant à la logique de sa démarche, et imbécile car ainsi elle fait le jeu du fascisme. Le véritable courage politique, en l'occurrence, consisterait à défendre, quel qu'en fût le prix, les principes, les règles de la démocratie, et tant pis si ce prix est, par un tortueux hasard de l'histoire, favorable aux ennemis de ces mêmes principes. Sinon on tombe dans le piège tendu par Barbie. J'oserais presque dire que dans la situation historique qui est la nôtre, aujourd'hui, dans un pareil contexte, vaincre Barbie, c'est le libérer. Même si ça paraît dément. Et pourquoi pas même le renvoyer en Bolivie? Jacques Vergès. Le débat est très difficile. Ils n'ont pas enlevé Barbie de là-bas, amené ici pour le renvoyer. Vous me direz qu'avec les manifestations de flics, de matons et de tout le monde, ils reçoivent des claques sur la gueule tous les jours. Justement, ils ont la gueule tellement en feu qu'ils ne tiennent pas à recevoir cette claque supplémentaire. Mais je dis qu'il suffit d'attendre que le terrain sur lequel on pose cette question, ils vont finir par se dégonfler de gré ou de force, donc se soumettre à la loi et se soumettre également à nos conditions. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais dire. Oui, à propos de l'affaire Barbie, pour un grand débat. Non, pour la magouille. Alors je suis prêt maintenant, il est évident que je suis dans cette affaire, ce n'est pas une autorisation que je demande bien sûr, mais je suis prêt à répondre, puisque nous sommes entre amis, aux questions que ça peut soulever, et je sais bien que ça en soulève des questions.
Parce que ce qui aurait été agréable au pouvoir, c'est que l'avocat de Barbie aujourd'hui soit l'avocat qui a défendu X ou Y. On pourrait dire, oui, c'est les mêmes. On devient aujourd'hui intransigeant sur la non-rétroactivité des lois pénales, mais on ne vous a pas vu manifester au moment des sections spéciales sous Vichy. Et il est bien évident que cela aurait été ce que souhaitait le pouvoir. Malheureusement, et c'est surprenant, ce ne sont pas ces confrères-là, c'est moi. Et je peux dire à certains ministres qui disent nous, on a souffert, je peux dire vous, vous avez souffert. Vous avez mon âge, mais moi, à votre âge, monsieur, à 17 ans, j'étais à Londres. Et j'étais dans les forces du général de Gaulle. Et pendant que Barbie opérait à Lyon, je n'étais pas à Lyon, certes, mais j'étais en Afrique du Nord, j'étais en Italie, j'étais en France, j'étais en Allemagne. Et c'est précisément, je pense, ce que j'ai fait à ce moment-là, et mon engagement aux côtés du FLN ensuite, qui est incompatible avec une complicité dans cette comédie et ce show business. Parce qu'on ne s'est pas battu pour permettre à des gens de tirer les marrons du feu d'une manière aussi sale. Une participante. Justement, en parlant de show business, j'aimerais bien que tu précises ta position par rapport au débat qu'il y a eu au niveau de la télévision. Tout le monde se pose la question de savoir si cela va être un débat public. Et je crois que tu as dit des choses intéressantes par rapport à ça. Sur le fait que maintenant, il y a de fortes chances que ça ne soit pas un débat public, qu'il ne soit pas montré à la télévision. Jacques Vergès. Bon, alors, Étienne Bloch. Je trouve tout de même qu'avant d'aborder les questions de détail, il serait important de parler des questions de fond. Et je considère que cette histoire de débat public, c'est une question de détail, ce n'est pas une question de fond. D'abord, ce que je veux dire, c'est que je trouve que tu ne t'es pas expliqué sur les raisons pour lesquelles tu as accepté de défendre Barbie. Ce que tu viens de nous dire, c'est essentiellement un réquisitoire contre les non-poursuites des autres criminels contre l'humanité. Ce n'est pas l'explication du fait que tu as accepté de défendre Barbie. Ensuite, sur le plan de l'histoire de la résistance, tu soutiens que la seule importance de Barbie et le seul fait qu'il soit connu, c'est l'arrestation de Jean Moulin. Je dirais que c'est faux. Jean Moulin, on en a fait un symbole de la résistance, on en a fait le leader de la résistance, alors que la réalité, c'est qu'il n'a jamais eu un rôle capital dans la résistance, et Jean Moulin n'est qu'un parmi d'autres. Certes, il a occupé le poste de chef du Comité national de la résistance, il a eu une mission de regroupement des mouvements de la résistance, mais Barbie était parfaitement connu à Lyon, bien avant l'arrestation de Jean Moulin. Et Jean Moulin, c'est un incident. Enfin, même si aujourd'hui on ne parle que de Jean Moulin, ce n'est qu'un incident dans l'histoire de Barbie. Barbie, comme tu l'as dit, comme tu le sais, était chargé de la lutte contre la résistance à Lyon. Et tu sais aussi bien que moi que certains témoignages sont que non seulement il était chargé de la résistance, mais qu'il intervenait personnellement dans la torture de certains résistants. Donc il avait une action qui dépassait son rôle de fonctionnaire, et qui allait jusqu'à participer directement à certaines exactions. Donc je ne trouve pas que ton argument qui consiste à dire, puisqu'on ne parle pas de Jean Moulin, le procès sera masqué, on ne parle pas de Jean Moulin, tu le sais mieux que moi, parce qu'en ce qui concerne une personne individuelle, il s'agit d'un crime de guerre et que le crime de guerre se trouve prescrit. En ce qui concerne le crime contre l'humanité c'est une invention du tribunal de Nuremberg, c'est une invention que les peuples occidentaux ont admise, ont-ils eu raison ou pas, ça c'est une autre histoire. Le crime contre l'humanité s'adressait à des criminels qui avaient déjà commis leur crime, donc nécessairement il devenait rétroactif. On ne voit pas comment on pouvait imaginer le concept de crime contre l'humanité pour poursuivre les responsables des déportations en masse, des exactions nombreuses des Allemands, s'il n'était pas rétroactif. Alors je ne trouve pas non plus que la question de la rétroactivité puisse se poser quand il s'agit de crimes contre l'humanité. Bon, moi je ne connais pas suffisamment encore, ça viendra, la loi de 1964, pour en discuter à fond. Mais je trouve réellement qu'il n'y a pas de raison pour repousser l'idée que les crimes contre l'humanité puissent être rétroactifs. Les deux sont liés, crimes contre l'humanité et rétroactivité sont liés, puisque c'est le tribunal de Nuremberg qui a inventé ce concept. Or maintenant, en ce qui concerne les conditions d'extradition, en fait, ce n'est pas une extradition, c'est une expulsion. Jacques Vergès, avec choix de la frontière. Étienne Bloch. Mais moi je voudrais savoir, non pas dans les principes, mais dans les textes internationaux, ce qui interdit à un gouvernement d'expulser quelqu'un. Je ne parle pas là de la question des nationaux, on peut y revenir après. Ce qui interdit d'expulser quelqu'un en accord avec le pays récepteur et préparer un comité d'accueil. Que ça paraisse contraire aux règles de l'extradition, je suis absolument d'accord, mais l'expulsion, dans la mesure où l'on admet la possibilité qu'un pays puisse expulser quelqu'un, je ne vois pas quel est le texte qui empêche que l'on se mette d'accord avec le pays d'accueil. Jacques Vergès. Alors ça, je te répondrai tout de suite. En 1963, il semble que la Ve République, pas seulement sous son fondateur, mais sous ses successeurs, soit la République du coup d'État permanent. Le général de Gaulle a pris ombrage de la présence en Allemagne, à Munich, du colonel Argout, qui était un des chefs de l'OAS. Il a discuté avec ses conseillers, qui semblent être plus avertis que les conseillers de son successeur aujourd'hui. Et ceux-là lui ont déconseillé toute entreprise publique pour récupérer Argout. Une demande d'extradition en Allemagne, ça pouvait très bien être refusé, puisque Argout pouvait exciper du caractère politique de son activité. Alors De Gaulle a décidé d'enlever Argout.
5 ou 6 barbous sont allés là-bas, ont attendu le colonel dans l'hôtel où il était, l'ont poussé dans une voiture, de cette voiture-là, l'ont mis de force dans une camionnette de l'armée des forces françaises en Allemagne, qui échappait donc au contrôle de la police allemande. À l'intérieur, il était bâillonné et ligoté. Ils ont passé la frontière française et dans les environs de Paris, ont volé une fourgonnette, l'ont foutu bâillonné et ligoté dans celle-ci et l'ont abandonné devant Notre-Dame. Et à ce moment-là, un inconnu, on devine bien que cet inconnu était dans le coup, a téléphoné au quai des Orfèvres en disant: il y a un mec qui est ligoté, qui est bâillonné, qui se plaint, dans une camionnette devant Notre-Dame. Venez voir ça. Et les flics sont arrivés. Ils ont découvert le colonel Argout. Les avocats du colonel ont posé la question des conditions dans lesquelles il était arrivé en France. Et le juge d'instruction a dit: moi je constate qu'il est là, je le fais arrêter. C'est ce que dit le juge de Lyon. La chambre d'accusation a confirmé la position du juge, et la cour de cassation a confirmé la position de la chambre d'accusation. Mais en disant ceci, cet homme se trouve en France dans des conditions certainement déplorables, et ce n'est pas une extradition, parce que le seul moyen de récupérer quelqu'un, ce n'est pas l'expulsion, c'est l'extradition. Et la seule chose que la défense aurait dû prouver, c'est qu'il y avait eu une fraude, une complicité de l'État allemand et de l'État français pour détourner les règles de l'extradition. Or, de toute évidence, l'État allemand n'a pas été informé, puisque l'État allemand, au contraire, a protesté. Et donc c'est une voie de fait, mais qui n'implique pas la complicité de l'État allemand. Les choses, dit cet arrêt de la Cour de cassation, auraient été différentes s'il s'agissait du cas que tu évoques. Ce n'est pas interdit par la loi, mais c'est interdit par une jurisprudence qui remonte à un fait de 1963. Voilà toute la différence. Je dis donc, l'usage en France, la jurisprudence, interdisent de tourner la loi sur l'extradition. Quand un État veut récupérer quelqu'un qui se trouve dans un autre État, qu'on appelle État de refuge, il doit passer par la voie diplomatique. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères du pays de refuge informe son ministre de la Justice et une chambre d'accusation ou une cour suprême en décide. C'est ça la loi, c'est ça la protection des droits de chacun dans son pays. Et à partir du moment où l'on admet qu'il suffira à 2 ministres de l'Intérieur de dire: tu me donnes 100 000 balles et 3000 tonnes de farine et je te livre un tel, je dis: nous sommes rentrés dans la piraterie organisée. Voilà. Or, ces règles sont tellement évidentes que, il y a 8 jours, j'étais devant la prison de la Santé un samedi, à attendre la levée d'écrou d'un jeune homme dont j'étais l'avocat. Ce jeune homme était un étudiant d'un pays arabe, un pays arabe du Maghreb. Il avait été condamné en instance à 2 mois de prison et expulsion parce que ses papiers n'étaient pas en règle. En appel, j'ai pu obtenir que ce ne soit pas 2 mois, mais 3 mois. Vous comprendrez pourquoi. En fait, ce n'était pas un contrôle de police qui avait abouti à son arrestation. Ça, c'est la version officielle. C'est que la police secrète de l'État en question avait prévenu la DST qu'il fallait surveiller ce mec. Un jour, on était venu le contrôler. Donc, il était condamné à 2 mois, puis à 3 mois de prison et à l'expulsion. Et l'expulsion où? Vers son pays d'origine. Et pourquoi j'ai essayé d'avoir 3 mois au lieu de 2? Parce que pendant ce mois supplémentaire, j'ai pu rendre visite à une ambassade d'un autre pays arabe et leur dire: je viens vous soumettre le cas de ce monsieur Toufik, qui a été si admirablement défendu par madame Heuerbacher, qui a obtenu 1 mois de prison supplémentaire, le temps que vous vous débrouilliez, que vous vous déterminiez. Alors je vous demande à vous de prévenir votre gouvernement d'accorder l'asile à ce type. Ce type n'est pas un voleur de lapins, ce type est un militant politique qui risque de pourrir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Et les 2 polices ont magouillé. Rien ne l'interdit effectivement, mais nous pouvons ne pas admettre ces pratiques. Les 2 polices ont magouillé pour qu'il soit expulsé simplement et accueilli par un comité d'accueil. Et l'ambassade en question a prévenu son gouvernement. Pendant ce mois supplémentaire, on a obtenu un laissez-passer pour le type et une attestation de l'ambassade. Si bien que le samedi, quand il allait sortir et que les RG étaient là pour le conduire à l'avion, j'ai pu dire: non, il n'en est pas question. Il n'est pas d'usage en France de conclure des accords pareils avec des comités d'accueil pour tourner les règles de l'extradition. Or ça, même les RG l'ont compris. Le type des RG m'a dit: mais si je le sors maintenant, je suis forcé de le foutre dans le premier avion. Et j'ai dit alors au directeur de la santé: monsieur, le code de procédure permet à un prisonnier qu'on fout dehors de rester encore 24 heures de plus s'il en a envie. Pas plus que 24 heures, il m'a dit. Pas plus que 24 heures. Mais 24 heures, c'est vrai. Il peut vouloir rester en prison encore plus longtemps. Alors le type est resté en prison jusqu'au dimanche, il y a 8 jours. Le dimanche matin, il est sorti, on l'a mis dans une voiture de police, on l'a conduit à Roissy, on l'a foutu dans l'avion du pays d'accueil. Donc voilà en fait la tradition, voilà l'usage. Et je dis que dans l'affaire de Barbie, il s'agit d'enlèvement déguisé. Il y a là-dessus une jurisprudence qui ne date pas de l'affaire Argout, qui ne date pas de mon ami Toufik, mais on connaît l'histoire de Jabouille, c'est un cas classique. Dans les années 30, les Allemands ont enlevé un Suisse, un journaliste du nom de Jacob. Retenez, il était allemand, il était en Suisse, la police l'a enlevé, les Suisses n'ont rien vu, le gouvernement suisse a exigé la libération de Jacob, et l'Allemagne hitlérienne à ce moment-là a libéré Jacob. Alors je dis que dans ce domaine, il ne s'agit pas, c'est en fait un piège que l'on nous tend, il ne s'agit pas parce que la personne concernée nous apparaît couverte d'opprobre, comme le plus noir des criminels,
Il ne s'agit pas pour cette raison-là d'accepter la violation de principe dont nous réclamons l'application chaque jour. Voilà ce que je voulais dire sur cette extradition déguisée. Étienne n'a pas dû bien m'écouter. Je n'ai pas parlé seulement de Jean Moulin, j'ai parlé de la résistance. Est-ce que je vous ai dit que Barbie était responsable de la résistance? Il était responsable de tout, depuis le Jura jusqu'au Vercors. Je l'ai dit? Étienne Bloch. Oui, oui. Jacques Vergès. Et là-dessus, on ne lui reproche rien. On ne lui pose aucune question. Parce que c'est là-dessus qu'on a peur. Parce que non seulement il est vivant, mais il a une mémoire phénoménale. Alors il y a de quoi faire gaffe. C'est la personne à qui je dis, mais enfin, quand vous êtes arrivé en France, vos papiers n'étaient pas des papiers allemands, c'était des papiers boliviens. Et qui me répond, oui, une carte d'identité bolivienne, numéro 13 10 90. Quand je lui dis, mais là-bas, qui puis-je voir à ce sujet? Là-bas, c'est en Bolivie. Et il me répond, mon avocat, j'ai plusieurs avocats. Le docteur Carriance, voilà son adresse, voilà son numéro de téléphone, et puis également le docteur Barrientos, voilà son adresse, voilà son numéro de téléphone. Et tout ça dans sa tête. Alors vous vous rendez compte si c'est inquiétant. Alors donc, je n'ai pas dit qu'on n'ait pas examiné la résistance, que je n'ai pas limité ça à Jean Moulin, ce que j'ai dit. C'est tout le problème de la résistance, au contraire, qu'on veut escamoter. Bon, d'autre part, Étienne me dit, tu m'as simplement fait remarquer que d'autres types n'étaient pas poursuivis. Mais oui, mais c'est ça qui fait sentir la magouille de l'affaire. C'est qu'il y a une discrimination parmi les victimes et une discrimination parmi les accusés. Et je dis que c'est quelque chose d'extraordinairement important. Monsieur Darquier de Pellepoix, secrétaire d'État aux questions juives de Vichy, était en Espagne. Il ne fermait pas sa gueule, en plus, il donnait des conférences de presse dans l'Express, et ce qu'il disait était gratiné. Il disait que les chambres à gaz n'ont jamais tué que des poux, et monsieur Darquier de Pellepoix, est-ce qu'on a demandé son extradition? Mais on s'en est bien gardé. Il est mort aujourd'hui, il est mort après Franco, alors qu'un régime démocratique s'était installé en Espagne. Ben, on n'a pas demandé son extradition. Et je dis donc qu'à partir de ce moment-là, le procès de l'un apparaît comme un alibi pour le procès de l'autre. Et c'est une raison de fond. D'autre part, Étienne me dit, le statut de Nuremberg, c'est de 1946, 1945 même. Et on savait bien qu'à ce moment-là, ça s'appliquait à ce qui avait été fait. C'est vrai, mais ça n'était pas simplement une entreprise de vengeance. Qu'on relise bien les statuts de Nuremberg. C'était l'idéologie des Nations Unies de l'époque. Pour que ces horreurs ne se reproduisent plus, pour que ce soit la der des der, pour que le fascisme et le nazisme soient enterrés définitivement, pour que les populations soient respectées, le droit des peuples à l'indépendance et patati et patata. Et pour que cela ne se reproduise plus, ce n'était pas seulement tourné vers le passé, c'était tourné vers l'avenir. Et dire qu'en 1964 on a fait cette loi pour les trucs de 1944, c'est se foutre du monde. Parce qu'en 1964, la guerre est terminée depuis 20 ans. Et l'on sait très bien que depuis 20 ans, on a continué à faire ce que les Allemands ont fait. Pas en Europe, mais en Afrique du Nord, au Vietnam, en Palestine, en Afrique du Sud, on le sait. Et alors à partir de ce moment-là, qu'on ne me dise pas que c'est une loi qui est faite simplement pour être rétroactive. Le statut de Nuremberg était fait pour être rétroactif puisqu'il était fait uniquement pour juger les dirigeants allemands. Il ne pouvait être que rétroactif. Mais ses principes étaient orientés vers l'avenir. Si c'était simplement malheur aux vaincus, ça n'avait pas de sens. Or donc, il est faux de dire que la loi de 1964 ne peut être que rétroactive, parce qu'alors c'est dire nous sommes tous des héros, nous avons tous les mains pures, les mains propres, les seuls voyous dans l'humanité, les seuls mecs exécrables, ce sont les Boches. Ce qu'eux ont fait, personne d'autre ne peut le faire. Je me rappelle à l'époque, j'étais au PC, et il y a eu un débat un jour. Je travaillais à la section coloniale du PC et dans les journaux du PC qui dénonçaient la guerre d'Indochine. C'était toujours la Légion étrangère a incendié un village. D'anciens SS recommencent là-bas ce qu'ils ont fait en France jusqu'au jour où Maurice Thorez est intervenu publiquement dans cette discussion en disant assez de ce chauvinisme, ceux qui brûlent les villages en Indochine, il y a des SS, mais il y a des Français aussi, et même d'anciens résistants. Et c'est vrai. Vous cherchez toujours un bouc émissaire qui soit responsable de tous les malheurs, vous savez bien que ça, c'est l'entreprise des mystifications. Alors pourquoi je suis rentré dedans? C'est très simple, c'est pour dénoncer cette mystification. Et précisément, ce n'est pas pour rentrer dans le jeu de l'accusation, mais à tel point ceci devient délicat, mais délicat pour l'establishment. Vous savez bien que mon confrère, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de sympathie, le bâtonnier de Lyon, monsieur de la Servette, lui et son coadjuteur, si je puis dire, l'avocat curé, ils étaient tous les deux dans l'affaire. Ils ne faisaient pas de mal, ils ne faisaient pas de bruit, mais tout d'un coup ils se sont dit, on est avocat dans cette affaire, c'est pour défendre, on n'est pas des aides-bourreaux, on n'est pas là simplement pour apporter le petit verre de rhum quand la guillotine est dressée. Eh bien vous avez vu ce qui est arrivé? L'Église qui protège Touvier a fait un communiqué en disant, il est inadmissible qu'un curé avocat défende un inculpé qui n'avoue pas ses forfaits. Mais c'est la loi de Lynch. Moi, en 1943, j'aurais très bien admis qu'on prenne des officiers SS et qu'on les fusille séance tenante, mais on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, quand on prétend faire un procès, qu'on fasse un procès, mais qu'on ne reproche pas à un inculpé, et ça sous la plume de l'archevêque de Lyon, de ne pas reconnaître ses forfaits. Est-ce que lui, il reconnaît protéger Touvier?
En fait, ce procès est capital, capital plus qu'aucun autre procès jusqu'à ce jour, parce que c'est un procès qui concerne toute la société française, et pas seulement Barbie. Il n'est qu'un miroir dans lequel celle-ci va se regarder, et on verra des choses beaucoup plus étranges que celles que l'on a vues dans le film Le chagrin et la pitié. On verra que certains héros sont des héros à la mie de pain, on verra que certains hommes qui ont l'air habiles n'ont été que des lâches, on verra qu'à travers tout ça, c'est une espèce de cérémonie d'exorcisme, pour qu'on oublie, à propos de ce qui s'est passé à Bellecour à Lyon, ce qui s'est passé à Bellecour à Alger. Une question a été posée sur la publicité. Je ne crois pas que cette question soit subalterne et subsidiaire. Une participante. Je pense que si je l'ai posée, c'était très en rapport avec ce qui a été dit hier sur le secret, le dévoilement de l'instruction. Jacques Vergès. Sur ce procès, je pense que c'est important, parce que ça révèle un aspect de celui-ci. Vous savez très bien qu'en France, la justice est secrète. On en a discuté hier. C'est le grand secret et le grand mystère. Les avocats en robe, les magistrats en robe, tout ce monde se fait des clins d'œil, mais dans les couloirs quand personne ne les voit. Alors qu'en public, ils ont des têtes d'enterrement et des allures de saints. Or, même prendre une photo dans une cour d'assises est interdit. Et tout d'un coup, Barbie est arrêtée, et on dit qu'on va permettre à la télévision de filmer. Mais vous sentez tout de suite que le procès n'est pas un procès comme les autres, c'est un procès de show business, un procès spectacle qu'on a préparé. Et comme ce gouvernement-ci n'est jamais capable que d'imiter les autres, en oubliant ce que Marx disait, que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle bégaye, eh bien on essaye de faire au moins bien le procès d'Eichmann. Eichmann au moins avait été enlevé, il n'y avait pas eu toutes ces bavures. Voilà, on a essayé de faire le procès Eichmann bis, mais pour ça il faut la télé. On a essayé de faire le film Holocauste bis. Monsieur Lang veut une télévision purement française et la créativité, ça se serait fait dans la cour de la prison Montluc. Et là encore aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas prévu, parce qu'ils ne prévoient jamais rien, c'est que je puisse être dans cette affaire. Alors maintenant ils se disent merde. Ils se disent ben la télévision, on peut encore la censurer parce que vous ne croyez pas à l'indépendance de la télévision, j'espère. Hein. Bon, on appellera Monsieur Pierre et Madame Michel, on expliquera. Mais le problème, c'est que si l'on permet à la télévision française de venir, on doit permettre à la télévision d'Israël, à la RAI, à la BBC, à la CBS, à la télévision allemande. Et ceux-là, on ne peut pas les censurer. Or ceux-là, qui vont-ils prendre dans ce procès pour montrer à leur spectateur le plus scandaleux, le moins gêné? Et qui sera le moins emmerdé dans ce procès? Qui sera le plus scandaleux sinon votre serviteur? Alors vous pouvez parier là-dessus, 1000 contre 1. Il n'y aura pas de télévision à ce procès. Mais la télévision, nous la ferons ailleurs.